Un dîner étincelant dans un restaurant de luxe se transforme en chaos quand un puissant PDG lance un verre sur sa femme enceinte. Devant des invités stupéfaits, les éclats de verre brisés et le vin renversé marquent l'instant où le masque du charme tombe. Ce qui suit n'est pas seulement une urgence médicale, mais aussi un combat pour la vérité, la survie et la justice, car son frère n'est pas un témoin ordinaire. Il est chirurgien traumatologue, et son témoignage ébranlera l'empire bâti par son mari. Restez avec nous, car les rebondissements à venir sont bruts, choquants et inoubliables. Et avant de commencer, dites-nous l'heure qu'il est chez vous et d'où vous nous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Le bruit du verre brisé déchire la salle à manger, luxueuse comme un éclair. Pendant un instant, tout se fige. Les notes douces du piano meurent en plein vol, les fourchettes restent suspendues au-dessus des assiettes, et la lueur du lustre tremble à travers les verres de cristal. Les regards se tournent d'un seul mouvement vers le centre de la pièce, où une femme vêtue d'une robe de maternité bleue pâle serre son ventre. Son visage se tord de douleur, tandis qu'une tache cramoisie s'étend lentement sur le tissu. Elle recule en titubant, une main agrippée à la nappe pour rester debout, mais le tranchant du verre brisé a déjà fait son œuvre. Les invités poussent des cris étouffés, certains portent une main à leur bouche, d'autres cherchent maladroitement leur téléphone. Quelques-uns se lèvent à moitié, comme si leurs instincts hésitaient entre courir à son secours et rester figés dans l'incrédulité. La respiration de la femme enceinte devient courte, irrégulière, haletante, comme si chaque inspiration menaçait de trahir sa force. En face d'elle, le PDG reste raide, la poitrine soulevée par des respirations lourdes, la main encore tendue comme si le verre était soudé à ses doigts. Son expression est un mélange grotesque de colère et de satisfaction, comme si la rage l'avait aveuglé à l'horreur qui l'entoure. Les veines de ses tempes gonflent, sa mâchoire se crispe et ses lèvres tremblent comme s'il voulait justifier son geste. Mais aucun mot ne sort. Seul demeure le silence et l'écho lancinant de la violence. La vision de la femme enceinte se brouille. Ses oreilles n'entendent que des fragments de sons, mi-murmures, mi-cris. Quelqu'un appelle un médecin. Une autre voix supplie qu'on appelle une ambulance. Dans un coin, un gémissement d'enfant perce la panique qui s'épaissit. Ses genoux fléchissent et elle s'abaisse presque, enveloppée par la nappe blanche désormais tachée de vin et de sang. Mais au milieu de ce chaos, un autre son surgit, régulier et implacable. Le clignotement discret d'une caméra de sécurité au-dessus du panneau doré. La lumière rouge d'enregistrement ne vacille pas. Elle capte chaque détail, de la trajectoire du verre jusqu'à l'angoisse gravée sur son visage. Les invités qui avaient saisi instinctivement leur téléphone les lèvent maintenant plus haut. Les écrans brillent, les objectifs zoomant, et la scène se multiplie en dizaines d'angles. L'acte qui aurait pu rester une blessure privée devient instantanément une preuve publique. Son corps réagit par instinct. Elle serre plus fort son abdomen, sentant l'onde de douleur se répandre, craignant pour la vie fragile qu'elle porte. Une vague de vertige la submerge, son cœur s'emballe plus vite que son souffle. En quelques secondes brisées, son esprit oscille entre la terreur et l'incrédulité. Comment cela a-t-il pu arriver ici, dans une salle drapée de velours et de couverts argentés, sous les yeux de partenaires d'affaires, de clients et d'amis? Comment l'homme qui avait promis de la protéger est-il devenu celui qui l'a brisée devant eux tous? Le PDG jette un coup d'œil vers les téléphones allumés, vers la lumière rouge implacable au-dessus, vers les regards horrifiés de la foule. Pour la première fois, son autorité vacille. Ses doigts s'agitent près de ses boutons de manchette, sa gorge se serre, et il change d'appui comme s'il calculait s'il devait battre en retraite ou affronter la situation. Mais le silence de la salle pèse sur lui comme un verdict déjà prononcé. La femme enceinte tente de se maintenir debout, sa peau moite de sueur, son souffle tremblant, son esprit hurlant une seule pensée. Elle doit survivre, pas seulement pour elle, mais pour l'enfant qui n'a pas encore de voix. Les contours de sa vision s'assombrissent, un tunnel de lumière vacillante engloutit le lustre, le sol de marbre, les visages choqués. Son corps oscille, cherchant l'équilibre, mais la gravité l'attire inexorablement vers l'effondrement. Tous les yeux sont fixés sur elle.
Tous les écrans enregistrent sa chute. Et au-dessus de tout cela, la caméra continue de clignoter, impartiale, implacable, garantissant que cet acte de violence ne sera jamais oublié. Ce que personne ne sait encore dans cette salle, c'est que dans l'heure qui suit, un chirurgien traumatologue sera appelé. Un homme qui n'est pas seulement un médecin, un homme qui est son frère. Mais pour comprendre comment cette soirée a sombré dans la tragédie, il faut revenir au point de départ. 45 minutes plus tôt, l'histoire ne commence pas avec du verre brisé. Elle commence avec la lumière dorée, filtrant à travers de hautes fenêtres, baignant la salle privée d'une chaleur douce. La soirée avait été conçue pour impressionner, un événement destiné à exhiber richesse, charme et influence. Le lustre brillait, la table scintillait de couverts en argent et les notes du piano flottaient dans l'air. Pour quiconque observait de l'extérieur, c'était la perfection. Au centre de la pièce siégeait le PDG et sa femme enceinte. Elle portait une robe de maternité bleu pâle qui tombait doucement sur sa silhouette. Sa main effleurait parfois son ventre, rappel discret de l'enfant qu'elle portait. L'espace d'un instant, elle avait voulu ressentir la paix. Mais la paix en sa présence n'était jamais simple. Il se pencha vers elle, redressant sa posture d'un geste de 2 doigts sur son épaule. « Tiens-toi droite », murmura-t-il, pas fort mais assez sèchement pour imposer le commandement. Elle obéit, son sourire se figeant. Il ajusta son couvert, alignant la fourchette contre le bord de l'assiette. Aux yeux des invités, cela paraissait attentionné. Pour elle, c'était du contrôle. Le serveur apporta l'entrée. Avant qu'elle ne lève sa cuillère, la voix du PDG trancha. « Pas celle-là. Tu prendras la salade. Moins de sel. » Ses yeux brillaient d'autorité, comme si son repas était un contrat de plus sous sa signature. Elle écarta doucement son assiette de soupe avec un sourire discret, bien que ses lèvres tremblassent aux commissures. Son esprit murmurait des questions qu'elle n'osait pas prononcer. Quand mes choix sont-ils devenus ses ordres? Quand mes opinions sont-elles devenues des suggestions perdues dans l'air? Au fil de la soirée, il remplit le silence d'instructions déguisées en conversation. Il lui indiqua à quels invités sourire plus longtemps, lesquels ignorer, quand rire doucement à une plaisanterie, quand hocher poliment la tête. Chaque mot dégoulinait de possession, comme si elle était un trophée qu'il avait poli pour l'exposer. Elle tenta de dissimuler son malaise en se concentrant sur la lueur des bougies, en traçant des motifs sur la dentelle de la nappe avec son doigt, en se rappelant qu'elle portait la vie en elle. Mais les corrections constantes pesaient de plus en plus lourd au fil des minutes. Un invité lui demanda gentiment des nouvelles de sa grossesse. Avant qu'elle ne réponde, le PDG l'interrompit, parlant comme s'il était sa voix. « Elle est à 7 mois. Le médecin dit que tout est parfait. Nous attendons un garçon. » Sa main se resserra autour du pied de son verre, ses yeux la défiant de le contredire. Elle baissa le regard, avalant la réponse qui montait dans sa gorge. Elle avait voulu dire « c'est une fille », car elle le savait. Elle avait voulu parler des prénoms qu'elle envisageait, de la petite chambre qu'elle décorait, des berceuses qu'elle fredonnait parfois le soir. Mais sa vérité était encore une fois réduite au silence, remplacée par sa version de la réalité. La table rit poliment de son assurance, ignorant le léger tremblement de sa main lorsqu'elle saisit son verre d'eau. Elle but lentement, espérant que personne ne remarquerait son silence. Elle posa sa paume doucement contre son ventre, comme pour se rappeler qu'un jour, son enfant connaîtrait sa voix, même si le monde ne l'entendait pas encore. Une seule question se répétait dans son esprit, avec une clarté croissante. « Combien de temps puis-je encore vivre ainsi ?» La soirée continua avec du vin servi, des toasts portés et des conversations pleines de compliments. Pour les invités, c'était une nuit ordinaire de gastronomie raffinée. Pour elle, c'était une scène, et elle jouait un rôle écrit par un autre. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot était dicté par son contrôle. La salle brillait de lumière, mais dans sa poitrine, elle sentait le poids de l'ombre. Elle ne pouvait pas savoir que dans moins d'1 heure, tous les masques tomberaient et chaque fracture cachée de leur mariage serait révélée aux yeux du monde. Le contrôle n'arrive pas d'un seul coup. Il s'infiltre comme l'eau sous une porte verrouillée, invisible jusqu'à ce que le sol soit déjà inondé. Lorsque le dîner atteignit son 2e service, les signes n'étaient plus des murmures.
Ils devinrent des cris cachés derrière les rires polis et le tintement des verres. Le PDG gardait une main posée sur le dossier de la chaise de sa femme, comme pour marquer sa propriété devant chaque invité. Quand le serveur demanda discrètement si elle préférait de l'eau gazeuse ou plate, elle ouvrit la bouche pour répondre. Sa voix lui s'imposa d'abord. Plate, elle doit éviter les bulles. C'est mieux pour elle et pour le bébé. Il sourit largement à la table, comme s'il venait de partager un fait utile. Le serveur hocha la tête et s'éloigna, sans se douter que les lèvres de la femme s'étaient refermées dans le silence une fois encore. Plus tard, quand la carte des desserts arriva, elle osa murmurer qu'elle aimerait peu être un petit morceau de gâteau au chocolat. Ses yeux à lui se plissèrent. Son ton baissa, mais ne s'adoucit pas. « Le sucre n'est pas bon pour toi maintenant. Prends des fruits. » Elle obéit, mais sa main trembla légèrement lorsqu'elle referma le menu. Ce n'était pas le gâteau qu'elle regrettait. C'était le simple droit de choisir pour elle-même. Les finances faisaient aussi partie de sa laisse invisible. Il parla avec désinvolture à un autre invité de ses affaires, se vantant de gérer chaque aspect de son foyer. « Même sa carte de crédit est sur mon compte. J'aime savoir où va chaque dollar. » Il ricana, et l'invité rit avec lui, sans deviner la cruauté cachée dans ses mots. L'épouse baissa les yeux vers ses genoux, sentant l'humiliation lui brûler les joues. Son téléphone vibra doucement dans son sac. Un message de sa meilleure amie apparut à l'écran. « Comment te sens-tu ce soir ?» Elle tendit la main instinctivement, mais avant qu'elle ne réponde, la main du PDG s'abattit fermement sur la sienne. Il se pencha assez près pour que seule elle entende. « Range-le, tu n'as pas besoin de lui parler. Elle te met des idées absurdes en tête. » Sa poigne resta une seconde de trop avant de la lâcher. Le téléphone retourna dans son sac comme une pièce de contrebande. En face, un homme d'une soixantaine d'années, membre du conseil d'administration, remarqua l'échange. Ses yeux s'assombrirent de préoccupation, mais il détourna vite le regard. Un témoin discret, invisible mais présent, enregistrant le déséquilibre silencieux du pouvoir. Les signes s'intensifièrent quand la conversation glissa sur la grossesse. Une femme à table fit remarquer à quel point elle paraissait rayonnante, demandant doucement si elle avait tout ce qu'il lui fallait pour le bébé. La future mère sourit, prête à répondre. Mais une fois encore, le PDG vola sa voix. « Elle est bien prise en charge, je contrôle ses rendez-vous, je la conduis à chaque visite. Rien ne se passe sans que je le sache. » Ces mots respiraient la fierté, mais pour elle, ils sonnaient comme des chaînes. La femme força un petit rire, mais son cœur battait la chamade. Son ventre se contracta, rappel douloureux que le stress n'était pas l'allié de son enfant. Elle voulait respirer librement, dire sa vérité, mais les murs du contrôle se refermaient à chaque phrase. Puis vint l'humiliation publique, petite mais acérée comme la pointe d'une lame. Elle tendit la main vers un morceau de pain, hésitant légèrement. Le PDG ricana et parla assez fort pour être entendu. Attention aux glucides, on ne veut pas qu'elle devienne plus grosse qu'elle ne l'est déjà. Quelques invités rirent maladroitement, incertains de devoir participer. Son visage s'enflamma lorsqu'elle reposa le pain. Les rires résonnèrent encore longtemps dans ses oreilles après l'instant passé. Pour les autres, ces détails pouvaient sembler anodins, voire ordinaires. Mais pour elle, chacun était un drapeau rouge, toujours plus vif, toujours plus proche. Une carte de crédit qu'elle ne pouvait pas utiliser librement, un téléphone qu'elle ne pouvait pas décrocher, une visite médicale qu'elle ne pouvait pas faire sans permission, une remarque publique qui effaçait sa dignité en une seule phrase. La soirée basculait et la tension montait de plus en plus. Personne autour de la table ne pouvait deviner que cette suite de petites humiliations n'était que le prélude à quelque chose de bien pire. Les signes avant-coureurs s'étaient accumulés comme des nuages d'orage. Quand le troisième service arriva, l'atmosphère portait une tension que les invités sentaient jusque dans leurs os. Ils riaient un peu trop fort, bougeaient un peu trop souvent sur leurs chaises et jetaient des regards inquiets vers le PDG dont le vernis de charme se fissurait. Sa femme restait silencieuse, la main posée protectrice sur son ventre, les yeux fixés sur la flamme vacillante de la bougie. Elle essayait de respirer régulièrement, d'apaiser son esprit, mais elle sentait le changement dans son corps à lui.
Son buste se penchait plus près, sa mâchoire se contractait, ses doigts se serraient autour du pied de son verre de vin. Un invité lança une remarque légère sur les joies de la paternité. Ce n'était qu'une banalité, une politesse. Mais quelque chose dans le ton, ou peut être dans les insécurités enfouies du PDG, déclencha l'explosion. Ses lèvres se retroussèrent, ses narines se dilatèrent, et en un instant, le charme s'effondra. Les muscles de sa main se crispèrent. Le verre trembla une fois, puis vola. Le temps se ralentit dans les yeux de ceux qui virent la scène. L'arc de vin rouge traversa l'air, un ruban liquide qui capta la lueur du lustre avant d'exploser contre l'épaule de la femme. L'impact projeta des éclats sur la table, rebondissant sur les assiettes, glissant sur le sol poli. Le son fut net, violent, définitif. La femme enceinte eut un hoquet. La douleur envahit son corps, brûlante, alors que sa main se porta instinctivement sur son ventre. Elle recula en titubant, sa chaise grinçant fort contre le marbre. Son souffle se brisa, irrégulier, désespéré. Pendant un battement de cœur, elle resta figée, sa robe tachée de vin et de coupures de verre. Puis elle chancela, peinant à rester debout. La salle éclata en cris. « Mon Dieu !» hurla quelqu'un. « Appelez une ambulance !» cria une autre voix. Un homme se précipita avec une serviette, ses mains tremblantes essayant de comprimer son épaule. Mais au milieu du chaos, un détail brillait plus fort que tout le reste. La lumière rouge de la caméra, au coin de la salle, clignotait, froide et implacable. Elle avait tout enregistré, pas une seule image ne manquerait. Et autour de la table, les invités qui avaient hésité tenaient maintenant leur téléphone bien haut. Les écrans s'illuminaient comme des balises, les objectifs s'ajustaient, les doigts tremblaient, mais assez fermes pour filmer. La poitrine du PDG se soulevait, sa main toujours suspendue comme figée dans l'acte. Son visage, rouge de colère, changea brusquement quand il vit les téléphones braqués sur lui. La rage quitta ses yeux, remplacée par une étincelle de peur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il allait expliquer, mais la preuve était déjà irréfutable. Chaque angle de l'agression était préservé avec une clarté parfaite. L'épouse essaya de se stabiliser, s'agrippant au bord de la table, ses jointures blanches. Les larmes embuèrent sa vue alors qu'elle murmurait des mots qu'on ne comprenait pas. Elle chancela vers le mur, cherchant un appui, mais la douleur dans son ventre la força à retomber sur une chaise. Son souffle sortait en saccades. Le silence qui suivit n'était pas un vrai silence. Il était rempli du bruit des doigts tapant frénétiquement sur les écrans, du bourdonnement des caméras toujours actives, des murmures qui se propageaient comme un feu sauvage. Chaque témoin devenait un messager, chaque téléphone une fenêtre. L'acte privé de violence se transformait déjà en preuve publique. Le PDG finit par parler, la voix rauque et instable. « C'était un accident », marmonna-t-il, mais personne ne sembla le croire. Les éclats scintillaient au sol, le vin s'étalait sombre sur la nappe et l'œil rouge de la caméra clignotait encore comme pour dire le contraire. Pour son épouse, la pièce était devenue un tourbillon de visages, de couleurs et de sons. Pourtant une vérité pesa dans sa poitrine. Le monde avait vu, ce moment ne serait pas caché. Et tandis qu'elle serrait son ventre, priant en silence pour la vie qu'elle portait, la caméra clignotante au-dessus d'elle devenait le témoin muet que personne ne pouvait faire taire. Le silence qui suivit ne fut pas celui de la paix. Ce fut le silence du choc, lourd et suffocant, pesant sur chaque personne dans la salle. Pendant un instant, nul ne bougea. Puis, comme une fissure qui s'ouvre dans un mur, le chaos commença. Une chaise racla bruyamment lorsque le directeur du restaurant s'avança, sa voix tremblante mais ferme. « Reculez, tout le monde, reculez !» Il leva les mains, traçant un cercle protecteur autour de la femme qui s'affaissait maintenant contre la table, sa robe bleue pâle tachée de vin rouge et de marques plus sombres provenant des coupures sur son épaule. « Appelez une ambulance !» aboya un homme. Sa voix traversa la confusion comme une sirène. Plusieurs téléphones se levèrent plus haut. Un invité tapa frénétiquement, répétant les mots à voix haute. « 911, il faut des secours. Tout de suite !» La femme enceinte chancela, le visage livide, la respiration courte. Une invitée plus âgée, au regard sévère, se précipita à ses côtés.
Elle posa doucement la main sur son dos, murmurant des paroles de réconfort. « Restez avec moi, gardez les yeux ouverts, respirez doucement, vous n'êtes pas seul. » Son corps devint un bouclier, sa présence une barrière contre l'homme qui venait de l'attaquer. Le PDG tenta de s'approcher, mais le directeur lui bloqua le passage, son ton tranchant et définitif. « Ne la touchez pas, ce n'est plus entre vous deux. » Le poids de ces mots remplit l'air. Les invités qui riaient autrefois aux plaisanteries du PDG le fixaient désormais avec incrédulité et dégoût. Un autre serveur arriva avec une petite trousse de premiers secours. Ses mains tremblaient tandis qu'il cherchait de la gaze et des lingettes antiseptiques. Un jeune homme pressa une poche de glace contre la main tremblante de la femme. Elle pouvait à peine la tenir, alors la femme plus âgée la guida doucement jusqu'à son épaule. Le sifflement de la glace fondant résonna comme un cruel rappel de la vitesse à laquelle une soirée joyeuse s'était figée en cauchemar. Et pendant tout ce temps, les téléphones continuaient d'enregistrer. Un invité murmura « Gardez bien la vidéo, que personne ne l'efface ». Un autre acquiesça fermement, baissant son téléphone uniquement pour envoyer le fichier dans le cloud. La preuve s'échappait déjà des murs du restaurant, se répandant dans un monde qu'on ne pouvait réduire au silence. La femme enceinte gémit doucement, sa main serrée contre son abdomen. La femme plus âgée se rapprocha, murmurant « Le bébé va aller bien, l'aide arrive ». Elle lui caressa les cheveux, la soutenant, la gardant droite sur la chaise, alors que son corps voulait s'effondrer au sol. Quelqu'un tira les rideaux pour la protéger des regards curieux à l'extérieur. Un autre verrouilla la porte principale pour que personne ne puisse s'éclipser en douce. Une frontière venait d'être tracée. Ce n'était plus un dîner privé, c'était une scène de violence préservée, contenue et bientôt jugée. Le visage du PDG devint pâle. Il regarda autour de lui, sa poitrine se soulevant et retombant au rythme de respiration irrégulière. Il marmonna « Ce n'était pas intentionnel, elle m'a provoqué. Vous l'avez tous vu. » Mais personne ne répondit. Ces mots s'écrasèrent contre le silence pesant. À la place, la femme plus âgée le fixa droit dans les yeux. Sa voix résonna clairement. « Ce n'est plus votre histoire, ce n'est plus sous votre contrôle. Vous avez franchi la ligne devant nous tous. » Baiser. La sirène d'une ambulance approchante résonna faiblement dans la rue, de plus en plus fort à chaque seconde. Le soulagement et l'urgence balayèrent la salle. La femme enceinte se pencha contre sa protectrice, les yeux papillonnants, les lèvres murmurant des prières silencieuses. 3 paires de mains inconnues la soutenaient, l'une tenant son épaule, l'autre son poignet, l'autre maintenant la poche de glace contre sa peau. Une autre paire de mains tenait fermement le téléphone qui contenait la vérité, l'écran lumineux reflétant la détermination. Le moment du jugement avait déjà commencé. Les sirènes n'avaient pas encore cessé que le premier clip était en ligne. Une vidéo tremblante, filmée depuis le bout de la table, montrait le verre de vin traçant son arc dans l'air. Le cri de la femme enceinte, le bruit du verre éclaté et le silence stupéfait qui suivit se jouèrent sur d'innombrables écrans en quelques minutes. D'abord, ce ne furent que quelques vues, puis des centaines, puis des milliers. Les notifications clignotèrent sur les téléphones comme un feu qui se propage. La légende disait « Un PDG lance un verre sur sa femme enceinte dans un restaurant de luxe ». Les commentaires affluèrent presque instantanément. Un internaute tapa « C'est d'une cruauté sans nom, la pauvre femme ». Un autre écrivit « Boycotter son entreprise, on ne peut pas soutenir un homme comme ça ». Quelqu'un ajouta « Si c'est ainsi qu'il traite sa femme en public, imaginez ce qui se passe en privé. » Les chiffres montèrent. 1000 vues devinrent 10 000, puis 100 000. En moins d'une heure, les médias s'en emparèrent. Une chaîne locale diffusa le titre « Un PDG en vue accusé de violence conjugale dans une vidéo virale choquante ». Les images passaient en boucle, chaque diffusion amplifiant la honte, arrachant chaque once de contrôle qu'il exerçait jadis. Dans le siège de son entreprise, les téléphones sonnaient sans répit. Les assistants tentaient de répondre aux journalistes, exigeant des déclarations. Les courriels inondaient les boîtes de réception, leurs objets remplis de mots comme « résiliation »,« annulation »,« urgence ». Une réunion prévue avec des investisseurs s'effondra quand les membres du conseil se retirèrent,
refusant d'être associé à son nom. Dans les salles de marché, les écrans s'illuminèrent de rouge, tandis que les actions de son entreprise chutaient, puis s'effondraient. Pendant ce temps, les sections de commentaires se gonflaient de colère. Qu'il aille en prison, protéger la mère et l'enfant. Justice pour elle. Le tribunal de l'opinion publique rendit son verdict rapidement, et il fut impitoyable. Dans le restaurant, le directeur parcourut son téléphone, les yeux écarquillés. « C'est déjà partout !» murmura-t-il à un collègue. Partout. Les invités qui avaient filmé la scène reçurent des messages d'inconnus, les remerciant d'avoir partagé la vérité. La preuve ne pouvait plus être cachée. Le monde entier était devenu témoin. Le PDG, autrefois intouchable, était assis dans sa voiture devant le restaurant, les mains tremblantes. Son avocat, en haut-parleur, donnait des instructions, mais les notifications incessantes les étouffaient. Chaque signal sonore était un clou de plus dans le cercueil de sa réputation. Il jeta un regard à son reflet dans la vitre teintée. L'image qui lui rendit son regard n'était pas celle d'un homme puissant, mais celle de quelqu'un d'exposé, acculé et diminué. À l'hôpital, tandis que les médecins se préparaient à une chirurgie d'urgence, une infirmière montra la vidéo au frère de la femme enceinte. Il la regarda en silence, la mâchoire crispée, les yeux assombris par la colère. Il n'était pas seulement un frère, mais un chirurgien traumatologue. Et bientôt, il serait appelé à sauver 2 vies. La vidéo ne fit que renforcer sa détermination. Il ne témoignerait pas seulement en tant que membre de la famille. Il témoignerait en tant que professionnel et sa voix porterait le poids de la vérité. En ligne, les hashtags se répandirent sur toutes les plateformes. Justice pour elle. Aucune excuse à la violence. Protégez la mère et l'enfant. Des célébrités partagèrent la vidéo, des politiciens condamnèrent l'acte, et des associations de défense des droits des femmes se mobilisèrent derrière elle. Ce qui avait commencé comme un dîner d'affaires devint un moment charnière culturel. Les tentatives du PDG de se défendre échouèrent. Il publia une brève déclaration par l'intermédiaire de son attaché de presse, affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu, mais les images ne laissaient aucune place au doute. Ces mots furent engloutis sous les vagues d'indignation. Un titre résumait la réalité mieux que tout autre. La vidéo ne ment pas. À minuit, la vidéo dépassait 2 millions de vues. L'image d'un homme puissant, réduit à une explosion violente, et d'une femme enceinte luttant pour rester debout, s'était gravée dans la conscience publique. La lumière rouge, qui clignotait au-dessus de la table du restaurant quelques heures plus tôt, pulsait désormais à travers le monde. Et pour la femme allongée sur son lit d'hôpital, entourée de machines et de moniteurs, la certitude que la vérité s'était échappée apporta un fragile réconfort. Pour une fois, il ne pouvait pas la réduire au silence. Les lumières de l'hôpital n'avaient rien de la chaleur des lustres du restaurant. Elles étaient tranchantes et cliniques, projetant une clarté stérile sur chaque chose. Le bip des machines emplissait l'air, un rythme régulier qui mesurait la frontière fragile entre la vie et la perte. La femme enceinte reposait sur un lit étroit, le visage pâle, la respiration courte. Des électrodes fixées à sa peau envoyaient des fils vers des moniteurs qui affichaient son rythme cardiaque aux côtés d'un autre rythme plus petit. Le son du moniteur fœtal était doux mais constant, fragile, chant de survie. Les infirmières se déplaçaient rapidement autour d'elle, ajustant les perfusions, vérifiant la tension, appliquant des linges frais sur son front. Un médecin se pencha, son ton calme mais urgent. « Nous devons opérer. Les blessures causées par le verre peuvent entraîner des complications. Il faut agir maintenant pour protéger la mère et l'enfant. » Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres, indiscutables et immédiats. Son frère se tenait à ses côtés. Son visage était grave, ses mains stables. Il n'était pas seulement sa famille, mais aussi chirurgien traumatologue, un homme formé à naviguer entre vie et mort dans les murs stériles des blocs opératoires. Il serra sa main, sa voix basse mais ferme. « Je suis là, tu ne traverseras pas cela seul. Je veillerai à ce que vous en sortiez sains et saufs. » Elle hocha faiblement la tête, des larmes au coin des yeux. Ce n'était pas seulement la peur qu'elle ressentait, c'était le soulagement. Pour une fois,
Elle savait qu'elle avait à ses côtés quelqu'un qui ne laisserait pas sa voix être volée. À l'extérieur du bloc opératoire, 2 policiers attendaient avec des carnets et des caméras piétons. Ils parlaient doucement avec le personnel hospitalier, notant chaque détail de l'incident. L'un écrivit l'heure d'arrivée de l'ambulance, les blessures constatées sur place et les déclarations des témoins au restaurant. L'autre préparait une ordonnance de protection d'urgence interdisant au PDG d'approcher l'hôpital ou son épouse. Une infirmière entra avec un petit dossier. Elle parla doucement mais fermement à la femme avant l'opération. « Nous avons besoin de votre consentement pour ajouter cela au rapport officiel. Cela vous protégera, vous et votre bébé. Cela empêchera aussi qu'ils prétendent qu'il s'agissait d'un accident. » La femme leva la main avec effort et signa de ses doigts tremblants. Sa signature devint une nouvelle ligne de défense, une barrière de plus entre elle et l'homme qui l'avait blessée. Son frère remit les papiers signés à l'officier. Sa voix portait à la fois l'autorité et la fureur. Ce n'était pas un malentendu, c'était de la violence domestique. Vous avez la vidéo, vous avez la preuve médicale, et maintenant vous avez sa déclaration. Ne le laissez pas déformer cela. L'officier acquiesça avec gravité. Nous ne le ferons pas. Les preuves sont indéniables. Alors que les portes du bloc opératoire se refermaient, les moniteurs continuaient de biper. Le rythme régulier du cœur du bébé résonnait comme une promesse. Les infirmières ajustaient les masques, les médecins se lavaient les mains et le frère chirurgien se préparait. Il n'opérait pas seulement sur une patiente. Il se battait pour l'avenir de sa sœur, pour sa chance d'élever son enfant sans peur. Dans la salle d'attente, les nouvelles défilaient sur un petit écran de télévision. La vidéo virale passait en boucle. Les bandeaux annonçaient « Chirurgie d'urgence pour l'épouse enceinte du PDG après une attaque violente. Ordonnance de protection déposée, enquête confirmée par la police. » Le monde extérieur regardait, mais ici à l'hôpital, l'objectif était unique. Sauver la mère, sauver l'enfant. L'ordonnance de protection fut signée avant même la fin de l'opération. La loi venait d'ériger un mur entre elle et son agresseur, un mur bâti par les caméras, les signatures et les moniteurs. Et tandis que les chirurgiens travaillaient sous les lumières froides de l'hôpital, son frère murmura un vœu que lui seul pouvait entendre. « Tu ne la feras plus jamais souffrir. » L'opération s'acheva dans un calme triomphant. La mère et l'enfant étaient saufs pour l'instant, leur battement de cœur régulier sur l'écran. Mais même tandis que le soulagement se répandait dans la chambre, l'enquête derrière la porte commençait à mettre au jour des vérités longtemps enfouies. Un détective s'assit dans un commissariat, devant un petit bureau métallique, parcourant les dossiers déjà fournis par les témoins. La vidéo virale n'était que le début. D'autres pièces du puzzle arrivèrent vite, chacune entaillant un peu plus le masque que le PDG portait depuis des années. La première venait du téléphone de la femme. Une amie avait aidé à retrouver un dossier de photographie qu'elle avait prise mais jamais partagé. Des images de bleu discret le long de son bras, une marque près des côtes, une coupure suspecte. Chaque photo avait été prise en silence, presque en secret, témoignage muet pour un futur qu'elle redoutait, autant qu'elle espérait éviter. Maintenant, ces images devenaient des preuves, horodatées et irréfutables. Puis vinrent les messages, des textos remplis d'insultes et de menaces, des mots faits pour humilier et contrôler. « Tu m'appartiens. Si tu m'embarrasses encore, tu le regretteras. Ne me défie pas. Je décide de tout. » Le détective les lut à voix haute pour le dossier, sa voix ferme, ses yeux se durcissant à chaque ligne. Puis vinrent les voix des autres. Une ancienne employée fit une déposition assermentée. Elle décrivit avoir entendu des cris derrière les murs du bureau du PDG, suivis de bruits d'objets frappant le sol. Un voisin se souvenait avoir vu la femme enceinte sortir tard une nuit, le visage couvert de larmes, tenant son ventre comme pour se retenir de tomber. Même un chauffeur, engagé pour conduire le couple à des événements, admit avoir vu le PDG lui saisir le poignet si fort qu'elle avait grimacé de douleur. Pièce après pièce, un mur de preuves s'éleva. Ce n'était plus un seul moment de violence, c'était un schéma, constant et indéniable. Le détective s'adossa à sa chaise, tapotant le dossier avec son stylo. Ce n'est pas la première fois, c'est seulement la première fois que quelqu'un l'a vu.
Son frère, encore en blouse chirurgicale, entra au commissariat ce soir-là. Sa voix portait l'autorité de la famille et de la profession. J'ai traité des patients avec des blessures identiques à celles que j'ai vues sur le corps de ma sœur. Ce n'est pas nouveau. Il l'a fait souffrir depuis des mois, peut être plus. Son témoignage fut ajouté au dossier, ces mots chargés d'un poids qu'aucun avocat ne pouvait balayer. Des courriels de l'entreprise du PDG apparurent aussi. Des échanges avec des membres du conseil révélaient des plaintes sur son tempérament, des moments où il avait menacé le personnel, des lignes écrites qui laissaient transparaître l'arrogance qu'il ramenait chez lui. Son monde s'effondrait non seulement aux yeux du public, mais aussi dans l'encre noire et blanche des documents officiels. Pour la femme enceinte allongée dans son lit d'hôpital, la certitude de ce mur de preuves en construction apporta à la fois douleur et force. Elle avait vécu chaque marque, chaque insulte, chaque humiliation, et désormais elles n'existaient plus seulement dans sa mémoire. Elles étaient consignées, elles étaient vérité. Son ami vint la voir ce soir-là et murmura doucement « Tu as bien fait de garder ces photos, tu n'es plus seule ». La femme hocha la tête, sa voix faible mais ferme. Ce n'était pas la première fois, mais ce sera la dernière. Le détective referma le dossier d'une main ferme. Le schéma était établi. Les accusations prenaient forme. Et pour la première fois, le PDG allait affronter non seulement des murmures à huis clos, mais le poids complet des preuves à la lumière du jour. Les jours qui suivirent ne furent pas faciles. Les ecchymoses s'effacèrent lentement, les poings tiraillaient sa peau, et le poids de la mémoire restait plus lourd que la douleur de son corps. Mais pour la première fois depuis des années, elle se réveillait chaque matin avec un sentiment de choix. Elle ne faisait plus que survivre, elle commençait à reconstruire. La thérapie devint sa première étape. Une conseillère aux yeux bienveillants et à la voix douce s'assit en face d'elle, posant des questions délicates qui dénouaient les nœuds qu'elle portait depuis trop longtemps. Au début, ses mots sortaient en fragments, interrompus par des larmes. Elle parla de nuits où elle s'était sentie piégée, de matins où ses opinions disparaissaient dans le silence, de la peur constante que chaque sourire déclenche la colère. Peu à peu, sa voix devint plus assurée. Elle apprit que les cicatrices racontaient des histoires et que chaque histoire méritait d'être entendue. Elle prit des décisions qui marquèrent le début de son indépendance. Elle refusa de retourner dans le manoir qui avait été une cage dorée. Elle choisit plutôt un modeste appartement près de l'hôpital. Les pièces étaient petites, mais l'espace était à elle. Elle décora la chambre du bébé elle-même, pliant de petits vêtements avec soin, accrochant de légers rideaux qui laissaient entrer la lumière du matin. Chaque détail devint une déclaration. Son enfant grandirait dans la paix et non dans la peur. Engager sa propre avocate fut sa deuxième décision. Elle ne dépendrait plus de l'argent ni de l'influence de l'homme qui l'avait blessée. Elle entra dans le bureau d'une femme connue pour défendre les survivantes. L'avocate écouta, examina les preuves et promit « Vous n'êtes pas seulement un dossier, vous êtes une voix et je veillerai à ce qu'elle soit entendue. » Pour la première fois, elle sentit que la loi était de son côté, et non du sien à lui. Son frère demeura son ancre. Lorsqu'il n'était pas au bloc opératoire, il était avec elle, l'aidant dans les démarches administratives, l'accompagnant pour sécuriser des comptes financiers à son nom, lui rappelant qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait. Il avait recousu ses blessures en chirurgie, mais maintenant il recousait les morceaux de sa vie avec patience et amour. Elle trouva aussi une communauté, un groupe de soutien local pour les femmes ayant traversé des épreuves similaires, l'accueillit à bras ouverts. Dans un petit cercle de chaises, entouré de femmes qui comprenaient, elle parla librement, sans jugement. Elle écouta leurs histoires, partagea la sienne et réalisa qu'elle ne marchait pas seule. Leur encouragement devint un bouclier contre les murmures persistants du doute dans son esprit. Un objet devint le symbole de sa transformation. Le berceau du bébé, autrefois acheté sous son contrôle, se trouvait désormais dans son nouvel appartement. Cette fois, il avait été acheté avec son propre argent. Elle l'assembla elle-même, pièce par pièce, ses mains fermes, son cœur déterminé. Lorsqu'elle posa la dernière vis et installa une couverture douce à l'intérieur, elle murmura « Ceci est à nous, ceci est sûr ». Le berceau n'était pas seulement un meuble, mais la preuve qu'elle reprenait sa vie en main. Ses réflexions changèrent aussi.
Elle ne se voyait plus comme brisée. Elle commença à se considérer comme une survivante, une mère qui avait enduré et choisi un avenir différent. Elle comprit que son histoire n'était plus celle d'une douleur cachée, elle était celle d'une force montrée. La route à venir ne serait pas simple. La guérison n'était pas une ligne droite, mais à chaque choix, elle traçait un nouveau chemin, un chemin qui n'appartenait qu'à elle et à son enfant. Dans le calme de son appartement, tandis que les battements du cœur du bébé résonnaient doucement sur le moniteur près du lit, elle ressentit enfin ce qui lui avait été refusé si longtemps, la liberté. La caméra n'avait pas cligné. Elle avait capté la vérité quand le verre avait été lancé, et elle continua de capter les suites, alors que la justice suivait lentement mais sûrement son cours. Aujourd'hui, des mois plus tard, l'histoire de la femme n'était plus seulement un titre. Elle était devenue une leçon portée à travers d'innombrables foyers, bureaux et tribunaux. Elle s'assit tranquillement dans son appartement, le même qu'elle avait choisi elle-même, où les murs ne résonnaient plus de peur. La chambre du bébé brillait doucement sous la lumière du soir, un mobile tournant au-dessus du berceau. À l'intérieur, son nouveau-né dormait paisiblement, symbole de survie et de nouveaux commencements. La main de la femme reposait sur le bord du berceau, ses yeux emplis non de tristesse, mais d'une détermination calme. Elle repensa au chemin parcouru. Le silence qu'il avait autrefois consumé avait disparu. Sa voix était revenue, plus forte que jamais. Elle avait parlé en thérapie, au tribunal et devant les officiers qui avaient noté chaque détail de la violence de son mari. Elle avait témoigné avec clarté, soutenue par le récit professionnel de son frère et par l'œil implacable de la caméra. Les preuves avaient été son bouclier et la vérité son arme. L'empire du PDG, autrefois bâti sur l'intimidation, s'était effondré. Les contrats avaient été rompus, les actions s'étaient effondrées et sa réputation s'était brisée sous le poids des preuves indéniables. Il faisait face à des accusations qui le privaient de son pouvoir, et pour la première fois de sa vie, il devait affronter des conséquences qu'il ne pouvait pas acheter. Le monde avait vu et le monde avait jugé. Pourtant, cette histoire ne parlait pas seulement de sa chute, elle parlait de son ascension à elle. Elle rejoignit une organisation communautaire dédiée à soutenir les femmes ayant subi des violences. Elle partagea son histoire avec précaution, non pour obtenir de la pitié, mais pour transmettre de la force. « Les preuves peuvent sauver des vies », leur dit-elle. « Votre voix compte, même quand on essaie de vous la voler. » Ces mots résonnaient, non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient vrais. Chaque pas confirmait sa nouvelle identité. Elle n'était plus la victime d'une vidéo virale. Elle était la survivante qui avait transformé ce moment en mouvement. Elle avançait avec une dignité tranquille, sa force reflétée dans les petits choix quotidiens. Choisir la paix plutôt que la peur. Choisir l'honnêteté plutôt que le silence. Choisir de bâtir une vie où son enfant pourrait grandir sans ombre. L'image de clôture n'était pas celle du verre brisé ou de l'indignation publique. C'était celle d'une mère se penchant sur son enfant, murmurant des promesses de sécurité, d'amour et d'un avenir défini non par la violence, mais par l'espoir. Le bébé remua doucement, indifférent au tumulte du monde extérieur, bercé dans un environnement enfin libéré du danger. Et tandis que l'écran s'effaçait, sa voix demeurait, claire, ferme, intacte. Parfois la vérité fait plus que condamner, elle libère. Un message apparut, simple mais puissant. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de violences domestiques, de l'aide est disponible. Appelez la ligne d'assistance locale, cherchez du soutien. N'attendez pas, vous n'êtes pas seul. L'histoire se terminait, non par le silence, mais par un appel. Partagez, parlez, soutenez. Chaque voix peut être une bouée de sauvetage, chaque vérité peut être le début de la liberté. La lumière de la chambre du bébé s'adoucit tandis que la caméra se fixait sur l'enfant endormi, image finale de paix après le chaos. Les applaudissements du monde extérieur s'effaçaient, remplacés par le rythme doux de la respiration, régulier et sûr. L'histoire était complète, mais le message demeurait.